Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer cette soirée de conférence. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cet amphi 400 de campus de Nouville de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Je suis Sylvain Raffarartic, le directeur de la communication de l'établissement. Et donc, encore une fois, merci d'être tous là ce soir pour cette conférence spéciale qu'on a organisée à l'occasion de la sortie de cet ouvrage Vivre le métissage de Raina Chossois, une conférence qui sera présentée par notre collègue Patrice Gaudin, qui est maître de conférence en anthropologie, et que j'ai rencontré il y a déjà quelques années, et une conférence sur un sujet qui, à titre personnel, me touche aussi, puisque même si ça ne se voit pas sur moi, je suis l'oncle lutérin de petits métis. Mes neveux sont donc les fils de ma petite sœur, qui a la même couleur que moi, mais leur papa est d'Olifou, donc ils sont bien métis. Donc voilà, c'est un peu l'histoire du pays aussi, hein, c'est l'histoire des gens d'ici. Donc je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Les ouvrages seront en vente à partir de samedi, puisqu'il y aura une causerie littéraire. Donc vous pourrez voir les ouvrages ce week-end. Donc encore une fois, merci à toutes et à tous d'être venus. Et puis on va écouter Patrice avant d'avoir un échange avec la salle. Merci. Merci Sylvain. Bonsoir à tout le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le vif de cette conférence, je voudrais vous expliquer deux choses, faire deux petits propos préalables. Le premier sur les raisons de cette conférence. On vous a dit très justement que c'était lié à la sortie d'un livre de Raina Chossois, dont le titre du livre, c'est « Vivre le métissage, construction de soi et fracture identitaire », qui est une coédition à la fois donc, des presses universitaires de Nouvelle-Calédonie avec les éditions InPress, qui sont des éditions en France, hexagonales. Et cette coédition, quand on sort un livre, surtout un livre qui est sorti dans l'université, on pourrait s'attendre à ce que ce soit l'auteur, ou en l'occurrence l'autrice, qui soit présente. Or, la raison pour laquelle je suis là, c'est que l'autrice nous a quittés en 2018. Ce livre a une histoire qui, pour vous, bien entendu, n'est pas le plus important, mais qui, forcément, pour quelqu'un comme moi qui est cheminé dans cette histoire, j'ai été à un degré forcément un peu marginal, mais quand même partie prenante de cette histoire. Raina était de mes amis, et Raina Chossois, qui était psychothérapeute, mais qui s'intéressait beaucoup aux questions sociales, culturelles, à ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie, avait préparé une thèse, et sa thèse était terminée. Et je devais faire partie, et j'avais été approché pour être membre du jury de cette thèse, être un des rapporteurs même, puisqu'il y a deux fonctions importantes. Il y a le président du jury, mais il y a aussi les rapporteurs. Il y en a deux, généralement par soutenance de thèse, qui vont faire le rapport. Et j'étais rapporteur de cette thèse. Et tout était prêt pour la soutenance lorsque un accident épouvantable est arrivé et que Raina est décédée dans un accident. Alors on a réussi, on a été quelques-uns, à faire que cette thèse ne soit pas perdue et qu'elle soit soutenue. On a donc organisé une thèse posthume, une soutenance de thèse posthume à Paris. Je ne peux pas vous expliquer, c'est une expérience tout à fait particulière de se retrouver dans un jury de thèse avec tout ce qui est fait une thèse et toute l'émotion qu'il y a déjà dans une soutenance de thèse, mais en sachant qu'on va attribuer le titre de docteur à quelqu'un qui n'est plus là. Et puis, après la soutenance, compte tenu du fait que tout le monde, tous les membres du jury s'accordaient à reconnaître la valeur tout à fait exceptionnelle. L'ouvrage dont je vais vous parler est un ouvrage majeur et je vais essayer de vous en convaincre. Ce n'est pas simplement un livre de psychologie en plus. Je ne vous parle pas simplement parce que Raina était une amie et que ce livre, j'ai envie de témoigner de son travail à elle. Oui, il y a ça, bien entendu, ça ne serait pas juste de le dire, mais aussi parce que je pense que ce livre est un livre qui marque un tournant dans les études psychologiques sur le métissage, mais dans ces études psychologiques aussi un tournant pour une appréhension anthropologique
sociologique, si vous voulez, différent du métissage. Et donc, il me paraissait important de pouvoir témoigner ce soir de l'importance de ce livre. Et je remercie à la fois Bernard Rigaud, qui a aidé à la mise en place de ce livre, et qui était le compagnon de vie de Raina. Et puis je remercie l'université de m'avoir donné la possibilité de témoigner de l'importance de cet ouvrage. Et je remercie surtout l'université d'avoir coédité ce livre, qui, à mon avis, fait partie aujourd'hui des livres qui vont rester des classiques, certainement dans les années, dans les décennies qui viendront. Le deuxième préalable, c'est le titre que j'ai donné à cette conférence, qui n'est pas un titre que j'ai choisi, c'était le titre de la thèse de Raina. Raina ne prétendait pas faire un travail sur le métissage en général, mais sur le fait que dans ce que nous appelons métissage, et il va falloir nous interroger sur cette notion de métissage, eh bien, il y a des fractures. Et que ces fractures sont des fractures de vie. On parle de fractures identitaires dans le titre du livre. C'est des fractures de vie, c'est-à-dire des vies qui se fracturent. Et que Raina a, je dirais, approché dans ce qu'il y a non pas de plus intellectuel, mais de plus intime, puisqu'elle était psychothérapeute. Et que, en fait, ce qu'elle raconte dans ce livre, c'est son expérience de psychothérapeute. C'est comment un certain nombre de gens, dans des parcours dont vous allez voir, on peut penser au départ que ce sont des parcours de réussite. À un moment donné, ces parcours de réussite vont se fracasser face à toute une série de choses qu'on ne devine pas, qu'on ne voit pas, des fractures invisibles, des fêlures invisibles, et qui, à un moment donné, vont exploser et faire que ces personnes vont rentrer dans des périodes de grande souffrance. Si donc tous les métis ne sont pas confrontés à cette fracture, c'est important de le noter, ce qui fait l'intérêt du livre de Raina, ce n'est pas simplement le fait qu'elle nous raconte cette fracture chez les personnes chez lesquelles ça arrive, c'est qu'elle nous montre qu'en vérité, cette fracture est contenue dès le départ de leur vie dans les termes mêmes de métis et de métissage. C'est-à-dire que les termes de métis et de métissage, c'est une des choses que Raina nous montre et que je vais essayer de vous faire toucher du doigt à partir de ce livre, nous montre que parler de métis et de métissage, d'une certaine manière, c'est dès le départ penser en termes de fracture. Et il va falloir essayer de réfléchir à ça, d'où l'idée d'intituler, comme la thèse elle-même, cette conférence de fracture métisse. Alors, commençons d'abord par interroger cette notion de métis, cette notion de métissage. Pour le faire, je suis allé chercher dans les dictionnaires, de façon tout à fait bête, et j'ai retenu deux grandes notions du métissage. Une première notion, qui est la plus ancienne, qui est le croisement des races. Croisement des races. Croisement entre des individus appartenant à des races différentes. Et dans beaucoup de dictionnaires, c'est curieux, c'est toujours le même exemple qui est donné, il est intéressant. Et il est intéressant parce qu'en vérité, il est en partie à l'origine de l'origine du terme métis. C'est que l'esclavage, la guerre, l'islam, c'est une citation que je fais du dictionnaire Larousse, ont donné lieu à des métissages dont Nightingale note les degrés entre arabes et gens du Bornou. Et c'est Vidal de Lablache, un des principaux fondateurs de la géographie contemporaine, qui raconte ça. C'est-à-dire des gens vont se rencontrer, des arabes, des gens du Bornou, et ça va donner lieu à des Nissi. De façon plus savante, mais toujours dans cette même idée, on dit qu'un métis est un individu qui est né de parents ayant des caractéristiques phénotypiques différentes. Alors les caractéristiques phénotypiques, c'est les caractéristiques, j'allais dire, à la fois anatomiques, des caractéristiques physiologiques, parfois des caractéristiques pathologiques, qui sont telles, par exemple, la couleur de la peau, la forme des yeux, la forme des cheveux, la pilosité. Et comme il y a des fantasmes, vous me permettrez d'être un peu trivial, la grosseur du sexe ou la grosseur des fesses des gens dont on parle. Vous allez voir que ça joue un rôle, aussi trivial et grave que ça puisse paraître. Et puis il y a une deuxième conception du métis,
c'est de la personne dont les parents ont des origines culturelles qui sont différentes. Donc, des origines culturelles différentes. Alors, parfois, ces deux notions vont se retrouver liées entre elles. C'est-à-dire, on va métisser les deux définitions, si vous me permettez cette expression, notamment dans le concept de d'ethnie qui a beaucoup de succès en Nouvelle-Calédonie. On adore le terme ethnique, qui est en vérité, où on présente le métis comme quelqu'un qui est l'union féconde entre hommes et femmes d'origine ethnique différente, l'ethnie étant à la fois, d'une certaine manière, une race différente, des caractères phénotypiques différents, et en même temps, bien entendu, des caractères culturels, des caractéristiques culturelles différentes. Alors, cette définition, il faut en interroger, je dirais, l'implicite, voire l'inconscient. Le point commun de ces définitions, c'est que le métis, c'est un mélange, c'est une hybridation, c'est un croisement. En effet, du latin mixtitius ou mixtus, qui signifie mélanger, mixtitius, mixtus, c'est mêler. Et donc, il s'agit, on va dire, d'un mélange ou d'une hybridation. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quel mélange et pas de n'importe quelle hybridation. Chez les humains, par exemple, moi, je suis issu d'une maman franc-comtoise et d'un papa bourguignon. Personne ne dira que je suis un métis franc-comtois bourguignon. Ça n'existe pas. Si demain, je rencontre un Belge et un Français, personne ne dira « Ah, ils ont fait un enfant, c'est un métis belge-français ». Personne ne vous dira « Ah, c'est un métis américain, états-unien, comme on dit au Canada, et un métis français ». Non, on va le faire qu'à partir du moment où tout d'un coup, on va classer un certain nombre de choses dans cette notion de race. Et cette notion de race, bien entendu, va envoyer sur le fait que la couleur de peau va jouer un rôle. Les métis sont des gens qui sont issus de parents qui n'ont pas la même couleur de peau, ou qui n'ont pas, dans un certain nombre de cas, dans les premiers ouvrages savants, la même forme de crâne. Je me souviens, on apprenait quand j'étais de l'anthropologie physique, les gens qui étaient brachycéphales, dolicocéphales, mésocéphales. Il y avait les formes de nez aussi, les platyrrhiniens, les cheveux en grains de poivre ou les cheveux lisses, enfin, toute une série de choses extrêmement intelligentes comme ça. Et qui montrent que, bien entendu, derrière l'idée de mélange, il y a mélange de races, et que derrière l'idée de race, il y a une double idée qui se cache dans le métissage. La première, c'est l'idée de pureté de la race. C'est-à-dire que quand un Belge épouse une Française, il n'y a pas de problème de pureté de la race française ou de pureté de la race belge, ça n'existe pas. Que quand, par contre, un Africain ou un Océanien va épouser une Européenne ou une Asiatique, alors là, tout de suite, la notion de métissage va apparaître, avec cette idée de pureté qui est aussi une idée d'incomplétude. Parce que le métis a cette chose extraordinaire, c'est que comme il n'est pas complètement pur de la race, qu'il y a un mélange des races, eh bien, d'une certaine manière, il n'est pas non plus complètement de cette race-là. Il n'est pas complet. Il est, dès le départ, un être divisé. Le métis, c'est quelqu'un qui est, d'une certaine manière, je dirais, à moitié. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de découper une personne pour essayer de découper les morceaux qui appartiendraient à une des races et l'autre morceau qui appartiendrait à l'autre race. Je vous défie de le faire. Ou alors c'est que vous êtes profondément malade, ce que je ne vous souhaite pas, bien entendu. Donc, il y a cette idée de notion de race, et cette notion de race va s'étendre par la suite aux sociétés, c'est-à-dire pureté des sociétés, qui fait qu'on est membre d'une société, mais on n'est pas complètement de cette société. Ou on est de cette culture, mais on n'est pas complètement de cette culture, et comme on n'est pas complètement, on n'est pas authentiquement de cette culture. C'est-à-dire que dès la notion arrive, on a une hétérogénéité. Cette hétérogénéité, elle est en fait marquée dès le départ par l'origine même du terme métis, parce que dans un premier temps, le terme métis va être utilisé
dans un domaine qui n'est pas du tout celui de la culture ou de l'humanité même, c'est les origines des végétaux, les origines des animaux. On va parler de races animales, d'espèces végétales qui sont aussi des races de végétaux. C'est-à-dire qu'on va naturaliser en plus cette affaire-là. On va naturaliser l'appartenance sociale, on va naturaliser les aspects phénotypiques, comme si les gens qui avaient les cheveux crépus ou les cheveux frisés ou les cheveux plats étaient des gens qui n'avaient pas la même nature, etc. Alors bien entendu, tout ça n'est pas un hasard. On s'aperçoit que le mot métis apparaît dans un moment où cette notion de race va être importante parce qu'elle permet de distinguer au sein de l'humanité des natures différentes et à partir de ce moment-là, d'instaurer entre les prétendues races des rapports qui ne sont pas des rapports d'humain à humain, mais des rapports qui se rapprochent beaucoup plus de rapports entre des espèces naturelles différentes. Le mot mestis tel qu'il nous vient, je vous ai dit, il vient du latin, mais en vérité, la forme originale historique, c'est mestis. Et mestis, c'est déjà plus qu'un mélange, puisque c'est qui est fait de la moitié d'une chose et de la moitié d'une autre. Donc, moitié d'une chose, moitié d'une autre. Et ce terme est attesté depuis le début du XIIIe siècle, essentiellement au Portugal et en Espagne, où, comme vous le savez, dominent à l'époque les Maures, c'est-à-dire la conquête musulmane qui est arrivée depuis le Maghreb et qui a conquis une bonne partie de la péninsule espagnole. Et bien entendu, les royaumes chrétiens n'ont qu'une envie, c'est, avec la Reconquista, c'est de chasser les Maures. Et on parlera de métis pour parler justement de ces enfants qui sont nés de familles maures musulmanes avec des parents, l'autre parent étant chrétien. Et on va parler de métis à partir de ce moment-là. Puis, en 1615, le mot va sortir de la péninsule lui-même pour arriver dans les Amériques, notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud, à travers les débuts de la colonisation des Cortés, les Pizarro, toute cette colonisation qui a pour but de s'appliquer finalement aux Indiens et aux enfants qui vont naître des conquérants, des conquistadors espagnols avec les femmes indiennes. Et là, on va commencer à étendre ce terme de métis. Et puis, bien entendu, ensuite, on va étendre ce terme de métis en Amérique, notamment dans le cadre de l'esclavage. Et je peux faire ici, par exemple, allusion au Code noir de Colbert, à l'époque de Louis XIV, qui, vous savez, était le code qui régissait l'esclavage, et dans lequel les esclaves sont considérés dans des termes, il suffit de lire le texte, je ne vais pas m'amuser à rentrer dans le détail du texte, comme du bétail. Les esclaves, les animaux, les végétaux étaient considérés de la même manière, c'est-à-dire comme des choses qui pouvaient être appropriées par des gens qui, eux, bien entendu, étaient de races différentes. Nul doute donc que ce qui était pensé pour penser le croisement des végétaux ou des animaux a finalement été appliqué aux esclaves, aux Indiens d'abord, aux Maures avant, et puis aux esclaves, et maintenant à tous ceux qui sont issus de mélanges qui apparaissent idéologiquement comme impurs, incomplets, inauthentiques, avec une vision racialiste qui va se nourrir de la pensée binaire, qui est tellement facile lorsqu'il y a un conflit entre les sociétés. Le métis ne peut pas ne pas être quelqu'un de divisé d'une certaine manière. Cette représentation est endurante. Encore aujourd'hui, bien entendu, on admet que les races n'existent pas. Tout le monde sait que les races n'existent pas. Les anthropologues, qui ont été parmi les premiers à diffuser dans le temps la notion de race, ont depuis très très longtemps, maintenant plus d'un siècle, quasiment abandonné cette notion de race. En tout cas, dans les années 1960, les derniers racialistes ont rendu les armes. Et on sait qu'aujourd'hui, bien entendu, on a des phénotypes différents. Je peux avoir la peau noire ou la peau, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'à partir de ce critère, je peux établir des races. Il y a une telle variabilité dans les choses qu'un tel a les cheveux lisses et l'autre les cheveux crépus, un tel et ceci, mais ça ne crée pas des boîtes
Ou alors, il faudrait qu'on ait autant de races qu'on ait de phénotypes. On aurait d'abord des boîtes de couleurs de peau, puis ensuite, et puis tout ça ne va pas parce que les couleurs de peau sont plus ou moins, etc. Donc ça ne fonctionne pas. Et pour les cultures, c'est la même chose. On sait bien entendu qu'il faut que les cultures aient une certaine forme de cohésion. Il faut que le lien social existe. Il y a une cohésion sociale. Mais aucune société n'est fermée. Et on sait que les sociétés n'ont jamais évolué en vase clos. Elles n'ont jamais cessé d'être en relation les unes avec les autres. Le propre des sociétés, c'est au contraire d'être en permanence en dialogue les unes avec les autres. Le Pacifique est très représentatif de ce côté-là, des nombreux échanges qui sont donnés, ce qui fait qu'un anthropologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Louis Amsel, qui est un africaniste, a dit on abandonne cette notion de métissage culturel, il faut parler de branchement. C'est-à-dire comment, dans l'histoire des sociétés, l'histoire des personnes, il y a des branchements qui se font, et à un moment donné, telle personne est branchée de telle ou telle manière avec d'autres sociétés. Et puis d'autres cultures, et puis d'autres branchements peuvent se faire. Et il y a une multitude de branchements, mais en aucun cas on ne peut parler aussi de la pureté des sociétés. Alors que, bien entendu, dans le cadre de l'esclavage, c'est exactement le contraire de ce qu'on faisait. Par exemple, vous avez encore parfois, alors c'est de moins en moins, mais encore jusqu'au XIXe siècle, alors que l'esclavage avait été aboli, on vous disait que le terme métis, par exemple à la Saint-Domingue, par exemple, un métis, c'était quelqu'un qui avait 1/8 de proportion d'ancêtres noirs. 1 sur 8. Alors que si vous aviez 7 ancêtres noirs sur 8, vous étiez un sacatra. Si vous en aviez 3 ancêtres sur 4, vous étiez une griffe. Si vous avez 5 ancêtres sur 8, vous étiez marabout. Si vous avez un ancêtre sur 2, vous étiez mulâtre. Vous voyez, on classait les gens comme ça. Vous imaginez un peu la réalité de cette chose-là. Donc, à partir de là, bien entendu, on continue. Et aujourd'hui, cette représentation est endurante, de façon même parfois paradoxale. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a toujours une forme racialiste ou tout simplement raciste qui peut s'accompagner de cette pensée métisse. Mais parfois, on est, je dirais, racialiste sans rendre compte. Au XIXe siècle, lorsque le concept de métis envahit la science avant d'en être un peu chassé, où on parle du mélange du sang, eh bien, il y a des débats entre les scientifiques avec les mixophiles et les mixophobes. Les mixophobes, c'est ceux qui disent « Ah non, on ne peut pas épouser des gens de races différentes parce qu'il y a une dégénérescence de la race. » Et les autres qui vous disent « Ah non, non, mixophile, c'est super parce qu'au contraire, on est en train d'embellir la race. » Alors, en apparence, ici, il y a quand même beaucoup de mixophiles. C'est-à-dire que dans ce pays, on vous dit souvent, c'est merveilleux, ah, c'est un enfant métis, qu'est-ce qu'il est beau, hein. Les enfants métis sont toujours plus beaux que les autres, je ne sais pas pourquoi. Le fait d'être noir ferait que vous seriez moins beau que si vous étiez un enfant métis. Et on vous dit que le métissage, c'est quelque chose de bien, il faut le cultiver, le métissage. Parce que si vous cultivez le métissage, et là vous voyez bien que, après avoir été quelqu'un qui était porteur d'une certaine division, le métis, le voilà chargé du salut de la société. C'est-à-dire que c'est lui qui, grâce au métissage, va réussir à faire ce que les races pures n'ont pas réussi à faire. Il va réussir à unir ce qui était désuni, ce qui était conflictuel. Alors, je vais juste fermer sur cette notion de métissage avec une citation de Raina Chossois qui dit « Le métissage n'existe pas en soi. Il n'est que l'expression d'un clivage colonial, puisque c'est effectivement à travers la colonisation que le métissage est devenu une catégorie de pensée. Si la souffrance du sujet est liée à cette fracture, son identité est ailleurs. Enfin, nous pouvons formuler l'espoir que notre recherche devienne un jour inutile. Si le métissage est le produit d'une histoire coloniale, si la question identitaire ne se pose que sur le fond de clivages sociaux, on peut rêver à un monde où ces problématiques n'auraient plus lieu d'être. » Voilà l'espoir du thérapeute et par là même de la citoyenne, je dirais, Raina Chossois. Donc le métissage, on peut le définir à partir de là, c'est une construction sociale et pas une réalité biologique. C'est une catégorisation qu'imposent les sociétés à leurs membres dès lors qu'elles pensent les relations entre les hommes en termes de race ou d'incommunicabilité des cultures et des sociétés. En Nouvelle-Calédonie, on parle plutôt d'ethnie, mais c'est en vérité la même chose, puisque la notion de race s'articule seulement plus étroitement à celle de culture. Alors quand je dis plus étroitement, bien entendu,
il faut le voir de façon complexe. Puisqu'en Nouvelle-Calédonie, où l'ethnie joue un rôle si important, il y a d'un côté l'idée que ethnie égale union race-culture, mais il y a aussi l'idée que ça puisse être une dissociation. Je donnerai ici deux exemples vécus il n'y a pas si longtemps. Le premier, celui d'un enfant vivant en milieu kanak et élevé en milieu kanak, mais qui est effectivement métis selon les catégories qui sont données. Et à un moment donné, on lui demande de faire quelque chose, et je dis « je vais le faire ». On lui dit « mais non, lui, il va le faire, lui, il est blanc ». C'est-à-dire que cet enfant qui est issu là, il est blanc. Et puis, autre anecdote, à l'inverse, quelqu'un qui m'expliquait que le métissage, c'était l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, qu'on allait se métisser, parce que lui-même était métis. Il était à la fois kanak et européen d'origine. Mais quand je lui ai posé la question sur ce qu'il connaissait de la culture kanak, il m'a expliqué qu'il ne connaissait rien, qu'il avait été élevé en milieu européen, et donc d'une certaine manière que son métissage avait peu de chances d'être fonctionnel, si je puis m'exprimer ainsi. Et je commencerai par une autre anecdote intéressante. Vous savez qu'il y a dans le temps, il y avait une association, on en entend moins parler aujourd'hui, qui s'appelait les Amis de l'Amérique. Et régulièrement, les Amis de l'Amérique organisaient des espèces de défilés militaires pro-américains avec des objets, des costumes, des véhicules, des armes de la Seconde Guerre mondiale. Mais on y ajoutait aussi des évocations un peu folkloriques de l'Amérique. Et une année, il y avait eu, c'était tout au début où j'étais là, donc ça remonte dans les années 80, aussi là, on avait fait des cow-boys, des militaires, de la cavalerie, le 7e de cavalerie, et il y avait les Indiens. Et les journalistes avaient demandé, mais alors comment vous faites les Indiens pour représenter les Indiens dans le défilé? Et la personne qui avait organisé le défilé a dit, ouais, c'est très simple, on prend les métis. C'est eux qui vont faire les Indiens. Voilà. Donc, il y a deux idées en Nouvelle-Calédonie qui d'une certaine manière, dominent autour du... La première, c'est qu'avec le brassage des populations, le métissage augmente et qu'à terme, il finira par avoir raison des inscriptions identitaires et consécutivement des velléités d'indépendance. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit ce que ça veut dire, mais ça veut dire que d'une certaine manière, les inscriptions identitaires disparaîtraient. C'est-à-dire que le métissage, là, finirait par les fondre. L'autre, c'est que si le métissage, l'autre idée, que si le métissage biologique existe, il n'a aujourd'hui aucun impact social et ne constitue en aucun cas une passerelle entre les communautés. C'est l'idée contraire. C'est-à-dire, le métissage n'est pas une passerelle. Chaque enfant est sommé à sa naissance de choisir son camp. Et de fait, les métis se rangent le plus souvent dans l'une ou l'autre des communautés socioculturelles en présence. Alors c'est vrai, globalement, même si je pourrais vous montrer, à partir d'exemples historiques, que je connais des familles qu'on pourrait qualifier de métisses au sens où elles ont des branchements à la fois calédoniens et des branchements kanaks, notamment sur la côte est, à Ponérihouen, il y a une famille célèbre dont on pourrait parler. Ces deux idées différentes peuvent apparaître antagonistes et de fait sont souvent professées par des camps politiquement opposés, mais elles sont de fait complémentaires en tant qu'en fait elles confient à l'individu, né de deux communautés qui sont opposées par l'histoire, la tâche de réconcilier, d'unir dans sa personne ce que la société oppose. Grosso modo, la société oppose les choses et l'individu est sommé d'une certaine manière de proposer les choses. Alors c'est clairement un legs de la colonisation. Et dans ce fait-là, on a, je dirais, une souffrance qui s'annonce déjà dans le terme métis, mais aussi dans ce que chaque société va faire porter aux métis. J'ai déjà eu l'occasion ici, même dans cet amphi, de parler de la Nouvelle-Calédonie en disant que c'était une société qu'on pouvait appeler composite ou fragmentée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une société composite fragmentée? Ce n'est pas le sujet du jour, mais grosso modo, c'est une société dans laquelle on a du mal à faire société, justement. D'une part, il y a des clivages communautaires, et qui sont d'autant plus forts que justement les communautés sont pensées sur un mode qui n'est pas simplement un mode communautaire, ce n'est pas seulement des chrétiens, communautés religieuses qui s'opposeraient à d'autres chrétiens ou à des musulmans, c'est
des communautés conçues comme des ethnies. Ces clivages communautaires se retrouvent en relation avec des inégalités socio-économiques, scolaires, etc., avec lesquelles elles ont tendance à s'emboîter, à coïncider. Il y a des tensions et des antagonismes politiques qui viennent parachever la chose et qui fait que clivage communautaire, égalité socio-économique, scolaire, tensions et antagonismes politiques ont tendance à s'empiler, à se recouvrir, à se renforcer. Et le problème, c'est que l'unité de la société, en fait, elle est assurée de l'extérieur. C'est une unité de la société relativement artificielle qui est donnée par, en fait, ici en Nouvelle-Calédonie, la France. Donc, on a de ce fait-là une société de communauté où cette division est d'une certaine manière installée. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est ce que Rayna va nous dire du vécu réel de ces autrices dans l'intimité des personnes. Parce que c'est ça l'intérêt du livre. Pour le comprendre, je voudrais faire une distinction qui n'est pas dans le livre de Rayna, mais qui m'a été suggérée fortement par la lecture de ce livre. C'est la distinction entre les liens sociaux et les relations sociales. Les liens sociaux, c'est l'ensemble des appartenances, des affiliations qui vont rattacher les personnes à des groupes et à la société dans son ensemble. Et c'est aussi les rapports qui existent entre ces groupes entre eux du fait de l'histoire. Pour les personnes, pour toutes les personnes, métisses, pas métisses, les liens sociaux relèvent du substrat. C'est-à-dire ce sont des réalités collectives qui s'imposent à nous dès notre naissance, qui nous constituent indépendamment de nos qualités propres. On hérite de ces choses-là, on est dedans. Les relations sociales vont au contraire participer du vécu des personnes. Elles laissent de ce fait aux personnes des marges de manœuvre qui peuvent être conséquentes ou étroites, mais bien réelles. Je peux, par exemple, avoir de bonnes relations avec mes parents ou volontairement ne plus en avoir, parce que j'ai coupé les choses. Je ne peux pas faire que ça ne soit pas mes parents. Le lien est là, même si les relations ne sont pas les mêmes. Je peux avoir de bonnes relations avec mes voisins. Je ne peux pas faire que ça ne soit plus mes voisins et que la notion de voisinage ne soit pas là. Je peux ne plus être à la tribu, mais je ne peux pas faire que la tribu ne soit pas ma tribu, et mon clan, etc. Je ne peux pas faire que mes parents ne soient pas mes parents, ni décider de la signification du lien de filiation pour la société à laquelle j'appartiens. Je peux tout au plus composer avec ces réalités, des réalités d'autant plus difficiles à intégrer et à vivre, que la société dans laquelle je vis, dans ces liens, est une société divisée. Donc, comme en Nouvelle-Calédonie, le lien social tend souvent à se confondre avec l'appartenance ethnique, eh bien, ce lien social inscrit désormais une sorte de clivage dont Rayna Chossois nous parle. Alors, de quoi nous parle-t-elle? Tous les métis ne sont pas voués, je le disais, au trauma ou à la résilience, mais elle va attirer notre attention dans son livre sur deux facteurs qu'elle a retrouvés dans des profils psychologiques qu'elle appelle fracturés, des profils qu'elle cherchait à appréhender. D'une part, les tensions qui naissent du fait que la nature dominante dans l'éducation de l'enfant, de la personne, est la culture dominée socialement. D'autre part, les conflits qui peuvent s'installer toujours entre les différentes figures d'attachement et d'identification des sujets, comme elle dit, c'est-à-dire les familles, les attaches, les relations qu'elle va nouer avec les différentes personnes, relations affectueuses ou pas, avec son appel. Or, que se passe-t-il dans cette affaire-là? Elle nous montre comment, du fait même que la culture est divisée, l'enfant va se retrouver d'une certaine manière rendu vulnérable aux tensions sociales et être travaillé par ces tensions et devoir composer avec ces tensions. Le problème, c'est que comme c'est la société elle-même qui est divisée, ce que nous montre Rayna Chossois, c'est que le psychologue lui-même va avoir du mal à travailler avec ces personnalités fracturées, puisque d'une certaine manière, il est au sein même de la société, lui-même, il vit ses propres fractures, même s'il ne les vit pas forcément de la même façon que son patient.
Ce qu'on essaye de nous montrer Raina Chossois, donc, c'est que la personne qui est classée comme métisse est sommée de réussir la quadrature du cercle. Unir, additionner, multiplier en elle ce que la société, par ailleurs, divise, oppose, fracture. Le sujet métis est pris dans les filets d'une injonction paradoxale. Vous savez que j'aime beaucoup les injonctions paradoxales. Son parcours contient, dont son début, tous les éléments qui le conduiront vers une fracture du soi. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe, nous dit cette fracture métisse, et elle utilise un mot que j'aime beaucoup, comme une bombe traumatique à retardement. Alors, regardons comment va évoluer cette bombe traumatique à retardement. Il y a toujours deux phases. La première phase, puisque c'est des sujets où je vous l'ai dit, ils sont élevés dans la culture dominée, le sujet qui est élevé dans une culture océanienne se sent bien entendu infériorisé du fait même de son apprentissage. La culture de son attachement est une culture qui a des problèmes de reconnaissance à l'intérieur de la société globale, et lui-même a des problèmes de reconnaissance à l'intérieur même de sa communauté, puisque d'une certaine manière, il n'est pas complètement de cette communauté, il n'est pas complètement et authentiquement de cette communauté. Pour dire rapidement les choses, son métissage est plus ou moins consciemment assimilé à une forme de bâtardise par son entourage. Et qu'on ne me dise pas que c'est le cas, parce que ce n'est pas le cas, parce que j'ai entendu ces mots. Traiter les métis de bâtards. Plein de fois. Plein de fois. Et il nous semble donc, pour pouvoir s'en sortir, pour trouver une voie de salut, il ne semble pas pouvoir avoir d'autre voie que de consolider son appartenance à la communauté en conquérant à l'extérieur la légitimité qu'on ne lui reconnaît pas complètement à l'intérieur, en allant conquérir des diplômes, des emplois, une reconnaissance institutionnelle dans le système européen dominant, avec l'idée que, d'une certaine manière, il va ramener ce qu'il aura conquis à l'intérieur de sa société. À la fois, il obtiendra une reconnaissance et l'espoir de pouvoir être utile au service de sa communauté en ramenant ce qu'il a amené de l'autre côté. Bien entendu, les choses se passent rarement comme ça, mais on s'aperçoit que les profils que décrit Raina Chossois sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire une enfance relativement calme, même si après il y a les problèmes éventuellement entre les parents sur lesquels je vais revenir. C'est-à-dire que les parents sont eux-mêmes clivés, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même du couple parental, eh bien, on retrouve les tensions qui sont celles de la société, donc ça va renforcer le processus. Et là, on va avoir donc des gens qui vont réussir leurs études, vont souvent trouver un travail et des situations qui sont des situations enviables, vont éventuellement fonder une famille et donc réussir au plan personnel et professionnel, scolaire, universitaire, de façon absolument remarquable. Mais là, à un moment donné, va arriver une seconde phase où va s'enclencher une spirale dépressive avec son lot de souffrance, de désespoir et de violence, c'est-à-dire que la bombe traumatique à retardement va exploser, avec ce qui va s'imposer, c'est-à-dire toute une suite de consultations médicales, psychothérapeutiques, qui, faute donc, comme je l'ai dit, d'une approche contextualisée, interculturelle, échoue parfois à entendre vraiment une souffrance qui déborde l'histoire individuelle de la personne, du patient, et qui fait que le thérapeute échoue aussi à accompagner finalement son patient de manière efficace. Alors on a bien entendu bien des manières d'exploser en vol. Ça peut être, alors que tout allait bien, des phases dépressives et autodestructrices. Ça peut être aussi des phases de violence, c'est-à-dire des moments où, alors que tout va bien, on se met à avoir des violences conjugales, des violences sur enfants. Ça peut être aussi des formes de révolte, etc. Et on s'aperçoit que là, il y a une souffrance absolument énorme. Le problème, c'est que les choses peuvent se compliquer encore. C'est-à-dire que, comme on a une difficulté à sortir de ça, on peut avoir la dépression et finalement, je dirais l'enfant, le jeune, la personne adulte qui va partir à la dérive,
mais parfois elle peut aussi réussir à se relever de sa première, de ce désastre qu'il est là. Mais alors il va tenter une seconde réussite, et comme le dit Raina Chossois, cette réussite sera encore plus désastreuse psychologiquement que la première, puisqu'elle va contraindre d'une certaine manière la personne qui est victime de cette bombe, de ce trauma, à renoncer aux incertitudes de l'entre-deux culturel et de la relativité pour se figer dans une posture culturaliste exclusive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va refuser les branchements qu'on a en soi et on va devenir de façon intégrale totalement une des cultures. Donc, je déteste l'autre partie de moi-même. C'est-à-dire, on ne pourra se reconstruire que dans cette détestation profonde dans cette affaire-là. On imagine bien donc tout le suivi psychologique qui est ici difficile à se donner. Raina Chossois nous fait toucher donc l'économie de l'appartenance et des fractures dans le métissage. Et elle nous le donne à montrer non pas à travers une analyse sociologique précise, je vous invite vraiment à lire le livre, mais à travers des échanges avec les patients que vous pourrez lire. Vous pourrez suivre de façon très très précise ces histoires de fractures qui sont ici. L'apport donc de la thèse de Raina Chossois, tant à la psychologie, bien entendu, du métissage, est très important, c'est majeur, mais c'est aussi un livre qui devrait nous faire réfléchir, pour les anthropologues, les sociologues, à la dimension sociologique de ces phénomènes, et je dirais pour tous les citoyens, à la réalité de ce qu'on met derrière ces mots de métissage. Ce qui va m'amener à une triple conclusion. Daniel Derivois, qui est un professeur de psychologie à l'université de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, lors de la soutenance, a voulu rappeler que le métissage pouvait être aussi un message de tolérance qu'on veut véhiculer à travers le signifiant de métissage a toujours été là, notamment à travers l'idée de métissage culturel, pris comme rencontre des cultures, interfécondation de ces cultures. Et pour lui, ce métissage s'appelle tout simplement humanité de l'homme. L'humanité de l'homme est diverse, elle est fondamentalement frappée de diversité. Si le métissage a été pris en otage par la pensée binaire, l'humanité, elle, est fondamentalement diverse. À quoi je réponds de la manière suivante. Si ce qu'il dit, c'est-à-dire que les branchements, c'est la nature humaine et la diversité, alors on n'a plus besoin du concept de métissage. On parle simplement d'humanité et de diversité des humains. On parle simplement de branchement des humains. La notion de métissage ne peut que nous induire, je dirais, en confusion. Et utiliser le mot métissage, personnellement, ce soir, je suis convaincu, après avoir lu le livre de Raina, encore un peu plus de ce qui a toujours été. J'ai toujours refusé qu'on parle de mes enfants comme des enfants métis. Mes enfants sont des êtres humains, ce ne sont pas des métis. Et cette catégorisation du métissage, si on continue à utiliser le concept, on continue d'une certaine manière la logique coloniale, sans s'en rendre compte. Et non pas qu'on ait des intentions malsaines, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais d'une certaine manière, on accepte de continuer à penser dans les catégories celles qui nous amènent la confusion. Nous pouvons penser en termes de complexité, de personnes plurielles, de branchements divers, mais je crois qu'il faut abandonner la notion de métissage. C'était déjà l'avis d'Alfred Kroeber, qui au début du XXe siècle, qui est un des grands anthropologues américains, disait qu'il était tout à fait possible, en vérité, de faire se rencontrer les sociétés dès lors que les sociétés voulaient le faire. C'est simplement le fait qu'on ne voulait pas faire. Ma deuxième remarque touchera à ce qu'a dit toujours le même professeur Daniel Derivois. Quand nous étions à Dijon lors d'un colloque qu'il avait organisé, où j'étais intervenu,
et dont les actes, malheureusement, n'ont jamais été publiés parce qu'il y a eu le Covid et qui fait qu'on n'a toujours pas publié les actes de ce colloque. Il m'avait demandé de faire une introduction sur la notion de société. Et puis, après, quand on a discuté, j'ai su que je l'avais profondément déçu. Parce que la question qu'il m'avait posée, en fait, mais qu'il ne m'avait pas posée vraiment, mais c'était celle qu'il avait en tête, c'est comment on peut faire société avec tout le monde. Lui, il est ce qu'il appelle, il travaille sur la psychologie ou la psychothérapie de la mondialisation, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a des brassages de sociétés, des brassages de communautés, et que tout ça engendre un certain nombre de problèmes psychologiques qu'il faut savoir prendre en compte dans la psychothérapie. Et moi, j'ai prêché à la manière de Lévi-Strauss, pour la reconnaissance de la cohérence des sociétés. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer qu'il y a une société où tout le monde serait tous pareils, et ça l'avait déçu. La réponse que je lui avais donnée, c'est par le seul fait qu'on commence à en parler et qu'on admette qu'il y a une diversité des sociétés, à partir de ce moment-là, on commence à construire quelque chose qui est peut-être une société mondiale. Enfin, ma dernière remarque sera aussi pour le professeur Derivoire. Et là, je vais lire un petit passage de son rapport de thèse. Il dit « Une thèse nous amène à réfléchir en même temps sur la mort des chercheurs et sur la vie des idées qui les ont traversées, donnant tout son sens à la transmission inter- et transgénérationnelle de l'expérience humaine. Ce contexte offre ainsi l'occasion de réfléchir sur le sens d'une thèse et de la tenue d'un jury chargé de la discuter. Une thèse est un objet, une médiation pour le débat d'idées, pour la vie des idées. Et un jury de thèse est l'occasion de ce débat d'idées avec des chercheurs vivants, avec des chercheurs décédés, mais dont les travaux continuent d'alimenter les recherches. C'est ainsi une réflexion sur la généalogie, l'itinéraire, la trajectoire des chercheurs, des savoirs et des idées qui s'est naturellement imposée. Généalogie du savoir qui nous précède et nous succède, car nous prenons toujours le train en marche. Le train de la vie des idées sur le métissage s'étale sur plusieurs générations. Généalogie, des chercheurs qui ont une vie ou eu une vie, qui rencontrent ou ont rencontré les idées et d'autres chercheurs à des moments de la vie. Nombre des chercheurs ont travaillé sur le courant postcolonial et la construction identitaire des sujets dits métis. Raina Chossois a saisi au vol des idées et les a laissées en mouvement, montrant par là que les idées ne meurent pas et qu'elles continuent leur vie à travers nous. Concernant le document écrit par Raina Chossois, il faut noter que l'écriture du texte montre ce qu'est le mouvement des idées. Le texte de Raina est un texte empreint de poésie qui se lit aisément. Et là, je fais une petite incise. Effectivement, le texte de Raina, si vous lisez, est empreint de poésie. Et ce n'est pas un hasard, parce que, d'une certaine manière, Raina Chossois était une poète. Et vous avez derrière moi, depuis le début de cette conférence, des photos qui représentent ses peintures, ses dessins, parce que c'était aussi une artiste de très très grand talent. Il y a un livre qui va sortir, je pense, incessamment sous peu, dans lequel vous pourrez voir ces peintures qui vont être déposées au musée de Tahiti et des îles, puisqu'elle était d'origine polynésienne, de Raiatea très exactement. Et on voit ici que la même poésie habite ces dessins, ces peintures, où vous voyez toujours un sujet, une personne, et cette personne est souvent avec des éléments essentiellement dessinés. Il peut y avoir des vêtements qui sont un peu colorés. Et puis il y a toujours quelque chose autour qui semble s'échapper de la personne elle-même, comme si elle nous donnait à voir l'intériorité des personnes. C'est-à-dire, il y a une sorte de psychologie poétique à l'intérieur de ce travail-là. Donc cette poésie, vous allez la retrouver dans le livre qui est là. Au fond, ce que dit Daniel Derivoire et ce que disent aussi les peintures, c'est que chez Raina, peinture et psychologie sont une narration du monde. Des peintures ou un texte qui participent des récits du monde à travers les témoignages des personnes rencontrées,
par exemple dans le livre, notamment autour d'André, qui se demande, comme le professeur Derivoire, comment faire se rencontrer les héritages de plusieurs mondes en lui. Et puis, des peintures qui nous invitent aussi à voir l'ensemble des branchements du monde. Nous sommes à la fois en Polynésie et en même temps, il y a plein de références à des univers culturels différents qui se croisent dans les peintures de Rayna. Le type de questionnement qui est là, je pense que nous avons tous aujourd'hui, comme nous y invite le professeur Derivoire, à aller le prendre au vol. Cet ouvrage peut être dérangeant à bien des égards, parce qu'il nous livre une vision du métissage que j'ai essayé de traduire, qui n'est pas celle à laquelle nous sommes habitués. Mais nous aurions tout intérêt à nous montrer attentifs à cette narration du monde de Rayna Chossois, parce que je crois qu'elle nous parle au plus intime nous-mêmes ici. Je vous remercie de votre attention. Merci Patrice pour cette conférence. On va maintenant faire circuler la parole. Bonjour, merci pour votre conférence. Vous parlez d'une bombe traumatique à retardement. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce qu'elle est systématique, c'est-à-dire tous les métis la vivent, et quels sont les facteurs de déclenchement? Et est-ce que cette bombe à retardement qui peut exister aussi dans un métissage social, puisque vous avez parlé d'un métissage qui peut être aussi social, on le constate dans les mêmes proportions ou pas du tout? Est-ce que là, il est plus fort forcément avec des conséquences plus importantes? Merci. La dernière, le métissage n'est pas aussi social. Le métissage n'est que social. Le métissage biologique, c'est une métaphore assez épouvantable d'un problème social. Le métissage biologique, ça n'existe pas. Ou alors, il n'y a que ça. Ça s'appelle l'humanité. On est tous métis. On est tous métis, à un degré ou à un autre. Par exemple, je m'appelle Godin, j'ai probablement des racines allemandes au XIe siècle. Donc, c'est forcément un métissage social. Et donc, le problème se pose, bien entendu, pas, je dirais, de la même manière à tous les métis. C'est bien entendu des parcours de vie qui sont des parcours traumatiques, comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les métis, ce n'est pas tous les parcours de résilience, etc. Mais pour que l'on comprenne ce qui est en train de se passer, on a bien entendu besoin de l'histoire, j'allais dire, personnelle de chaque personne. Son histoire à lui, son histoire individuelle. Mais pour comprendre pourquoi, à un moment donné, cette histoire personnelle peut, à un moment donné, devenir une bombe à retardement, il faut qu'on comprenne que, dès le départ, les sociétés inscrivent chez les gens la fracture. Alors, bien sûr, tous les gens ne vont pas exploser. Tous ceux qu'on classe comme métis ne vont pas exploser. Il y a les métis heureux, heureusement, il y a plein. Sauf que, généralement, ils sont heureux parce qu'ils n'en ont rien à foutre d'être métis, je dirais, quelque part. Ce qui est important, c'est ce qu'ils vivent dans leur... Dès que, à un moment donné, parce que la culture est dominante, parce que, dans le groupe lui-même, il est renvoyé à son incomplétude, à son identité, il y a un problème. Quand les parents eux-mêmes sont porteurs en plus de cette division qui est là. C'est les deux gros facteurs principaux que pointe Rayna. Il y en a d'autres, mais je vous invite à lire le livre. Je ne pouvais pas rendre compte dans cette conférence de la totalité de la complexité des choses, mais il y a bien cette idée que dès le départ, rien que par le terme métis, rien que par la conception qu'on se fait de ce qui est en train de se passer lorsqu'un homme et une femme, soi-disant de race ou de culture, qui sont en vérité opposés par l'histoire, eh bien, vont se rencontrer, on inscrit cette bombe. La bombe peut ne pas éclater, elle peut aussi éclater. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est lire le livre de Rayna qui vous raconte un certain nombre de parcours et qui vous dit donc un petit peu les choses. Moi, je ne suis pas psychothérapeute, donc je me suis
Je ne suis pas allé trop loin dans la psychothérapie. Ce qui m'intéressait dans cette affaire-là, c'est deux choses, vous l'avez compris, c'est le lien qu'il y a entre, je dirais, l'intimité de la personne, le vécu de l'intimité de la personne et la réalité sociale, et d'autre part, le fait que le psychothérapeute est d'une certaine manière en difficulté, parce que lui-même vivant dans une société où cette fracture est instaurée, il a du mal à la gérer. Il y a un des fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ethnopsychiatrie, qui était Georges Devreux, qui avait émis il y a quelques années une théorie de la schizophrénie qui était un peu de cet ordre-là. Il disait, l'un des problèmes pour soigner la schizophrénie, c'est que la schizophrénie, c'est une maladie qui est induite par la structure de la société. Et donc, c'est difficile pour un psychiatre qui appartient à cette société et qui, d'une certaine manière, a dans sa structure inscrit les germes de la schizophrénie, de soigner quelqu'un qui est schizophrène parce qu'il n'a pas le point de vue extérieur. On peut dire que la difficulté, quand on est dans les sociétés où il y a ces fractures, c'est comment prendre en charge ça quand soi-même, on est dans une société qui instaure cette fracture, où cette fracture, d'une certaine manière, est un élément implicite de l'institution de la société. Je veux juste ajouter quelques éléments à ce que vient de dire Patrice et pour répondre à la demande du monsieur. D'abord, Raina Chossois était psychothérapeute, elle était surtout psychologue clinicienne. C'est une clinicienne. C'est-à-dire que la clinique, c'est accompagner les patients. L'étymologie, c'est être au pied du lit. Bombe traumatique à retardement, il y a une expression qui n'a pas été dite, mais qui est quand même au cœur du livre, c'est la notion de déficit dans l'appartenance. Et les profils que Raina décrit, c'est les profils, comme l'a très bien dit Patrice, de sujets qui sont nés dans une culture océanienne. Cette culture océanienne, dans un contexte colonial, étant dominée, mais leur culture à eux d'appartenance, c'est cette culture dominée. Il se trouve que, bien entendu, le sujet océanien non métis, il n'a pas de problème d'appartenance, il a un problème de reconnaissance vis-à-vis de la société dans sa globalité, mais il n'a pas de problème d'appartenance au sein de sa communauté. En revanche, le sujet métis, lui, il a un problème d'appartenance au sein de la communauté qui elle-même a un problème d'appartenance par rapport à la société dans sa globalité. Et du coup, l'injonction paradoxale, c'est lui dont, comment dirais-je, la culture de cœur et cette société océanienne, qu'elle soit wallisienne, kanak, polynésienne, peu importe, ce problème, c'est comment obtenir la reconnaissance. Et dans son parcours, en général, il va essayer d'obtenir la reconnaissance en faisant de son mieux. Et de son mieux, c'est notamment un parcours, entre guillemets, assez brillant. Diplôme, etc., etc. Et donc, vu de l'extérieur, on a l'impression que, finalement, il est résilient, pour employer un terme à la mode, puisqu'il réussit. Sauf que, plus il réussit, plus, quelque part, il a l'impression de ne pas être dans le bon camp, puisqu'il réussit dans l'institution des Blancs. Donc, en fait, sa réussite, pour lui, c'est une forme de trahison. Et plus il réussit, finalement, plus le déficit d'appartenance s'accroît. La solution qu'il peut trouver à ce moment-là, c'est précisément d'opter vers un combat culturel, identitaire, d'aller vers une crispation identitaire, au sens où il va dire, eh bien, finalement, je vais me mettre à distance de ma réussite sociale pour réussir dans la défense de la langue et de la culture. Et il va devenir, quelqu'un au service de la langue et de la culture. Pour essayer désespérément d'avoir cette reconnaissance en interne qui ne lui est pas accordée si facilement. Et même lorsqu'il réussit dans le domaine de la culture, il y aura toujours quelqu'un pour lui rappeler qu'il n'est pas tout à fait, etc. Et il ne peut pas échapper à cela. Enfin, il ne peut pas échapper à cela. C'est difficile d'échapper à cela. Pourquoi ? Parce que les clivages, ils ne sont pas nécessairement dans sa famille, qui peut être unie, mais la société qui pense en termes de clan, en termes de camp, pardon, pas en termes de clan, mais en termes de camp, elle lui rappellera toujours à un moment donné
mais de quel côté tu es. L'héritage colonial, c'est l'idée que dans la société, on est d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que si on dit « j'ai démontré mon appartenance et je suis bien affilié à la culture de mon père », à un moment donné, on va bien lui dire « mais et ta mère ?» Et dans les profils psychologiques elle montre bien comment quelqu'un qui, par exemple, va s'engager dans un combat, comment dirais-je, pour l'indépendance, etc., et donc pendant des périodes un petit peu tumultueuses, à un moment donné, au sein même, comment dirais-je, des gens qui participent de sa lutte, des gens vont lui dire « mais et ta grand-mère ?» Autrement dit, comment échapper à ce qu'elle appelle des fractures métisses quand la société elle-même est clivée et vous rappelle toujours que vous devez choisir un camp. Donc au cœur de cette problématique-là, je pense que la notion fondamentale, c'est comment obtenir une reconnaissance quand la société vous répète toujours que vous aurez un déficit d'appartenance. Je vais prendre la place de Sylvian et vous passer le micro. Il y a juste une chose que je rajouterais par rapport à qui, moi, m'avait beaucoup frappé en lisant le livre de Raïna aussi, c'est que c'est une problématique qui traverse en fait l'ensemble de la société calédonienne aussi. On pourrait rebondir aussi qu'il existe aussi, pas aussi loin, mais des choses comme ça qui se passent aussi dans la société calédonienne, blanche calédonienne, et aussi par rapport à des ruptures avec, non pas un métissage, on n'emploie pas ce mot-là, mais des liens aussi, oreilles entre guillemets. Donc, en fait, c'est un outil, cet ouvrage, c'est vraiment un outil de compréhension des clivages et de la société calédonienne particulièrement fort et particulièrement, bien évidemment, intéressant. Je passe le micro, donc je prends la place de Sylvian. Qui veut poser une question ? Là-haut. Bonsoir. Excusez-moi, ce n'est pas pour poser une question, mais c'est vraiment pour apporter un peu la pierre à l'édifice, comme pour rejoindre ce qu'a dit monsieur ici en bas. Alors bonsoir, je m'appelle Sylvie, je suis étudiante en droit et je suis métisse. Moi, mon père est mélanisien, métissé allemand, rayonné, et ma mère est wallisienne. Alors pour rejoindre un peu ce que vous avez dit, nous les métisses, on a un problème. Et le problème, c'est de savoir quel camp on va choisir. Moi, j'ai un message à faire porter ici ce soir. J'ai un message à vous dire, les métisses. Qu'importe ce que les gens vont penser de vous, qu'importe le camp que vous choisirez, mais faites-le par amour. Je vous dis ça parce que moi, j'aime mes parents et j'aime ma culture. Quand les gens ils me disent, excusez-moi du terme, enculé de Wallis, enculé de Kanak, moi, je ne les écoute pas parce qu'eux-mêmes ne savent pas d'où ils viennent, qui ils sont. Moi, je sais d'où je viens et qui je suis. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Oui, bonsoir. Je voulais vous remercier, Monsieur Gaudin, pour cette conférence. Et puis, je rends hommage aussi à Madame Chaussois. Je voulais juste poser une question. C'est est-ce qu'il y a en langue kanak ou en langue océanienne un concept pour définir le métissage? Voilà, merci. Moi, je n'en ai pas rencontré et je ne crois pas qu'il y en ait pour des raisons en fait, que c'est vraiment une construction qui appartient à une société particulière. Très souvent, on va inscrire les gens en fonction des relations qui sont les leurs. De quel clan on sort, par exemple, ça c'est une question. De quel clan on a poussé, c'est la traduction de la plante qui pousse, et généralement on vous donnera vos liens maternels.
On vous demandera à quel clan vous appartenez, c'est le clan du père ou le clan qui vous a donné le nom par rapport à l'appartenance au moment où il y a eu les fêtes où on vous a donné votre nom. Donc on va définir ce genre de choses. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que malgré ça, il y aura ces injonctions dont a parlé Bernard Rigaud, sous le mot de déficit d'appartenance, qui est effectivement... C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes dans cette communauté dominée, mais cette communauté en même temps vous renvoie sans cesse au fait que bien que vous apparteniez à cette communauté, vous n'êtes pas complet, etc. C'est-à-dire on arrive à des choses tout à fait étonnantes. Par exemple, je me souviens d'un ami qui est chef de clan. Il a été adopté, mais sa mère biologique l'a eu avec un Européen, puis ensuite il a été adopté dans une famille. Il se trouve que du fait des problèmes de succession sur lesquels je ne vais pas rentrer, mais il est devenu chef de clan, et les gens du chef de clan disaient « ouais, on a mis un blanc comme chef de clan ». Donc, ce qui est quand même assez surprenant, puisqu'il est fondamentalement, je dirais, en l'occurrence, en plus, ce n'est pas n'importe quel clan, c'est un clan important à l'intérieur de la chefferie, de la grande chefferie dans laquelle il est. Il a un rôle fondamental dans cette chefferie, mais malgré tout, il y a des moments où on lui fait comprendre, alors qu'il n'a jamais connu son père. C'est-à-dire que lui, il l'a même jamais vu. Enfant, sa mère a accouché, il a été pris par sa mère adoptive, il a été adopté et il a vécu complètement monde canac, mais régulièrement, on lui ressort quand même qu'il est un blanc. Il y a toujours des choses comme ça. Alors chez lui, ça n'a pas conduit à des fractures, mais on voit bien quand même que ça le questionne. Et on voit bien que les métis eux-mêmes sont souvent questionnés. C'est-à-dire que même si les parents n'ont pas cette chose-là, c'est-à-dire que ça se passe bien, il y a quand même toujours des gens, quand ils sont dans la communauté entre jeunes, par exemple, qui vont dire « Oh, mais toi, tu n'es pas vraiment kanak, toi, ou tu n'es pas vraiment wallisien, ou tu n'es pas vraiment ceci, ou tu n'es pas vraiment blanc. » Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on est quand même toujours renvoyé, avec cette notion de métissage, à quelque chose de l'ordre de l'inauthentique, de l'incomplétude, et qui, même s'il n'y a plus cette idée d'impureté, parce que dans le métissage, j'avais dit que je vous parlerai de choses, mais il y a, comme dit Serge Grozensky, l'obscurité du désir. Parce que vous voyez, dans la situation d'esclavage, le maître qui est quand même attiré par les femmes esclaves qui sont là et qui va. Donc il y a quelque chose en plus de l'impureté du désir, il y a le péché qui était là. Alors même s'il n'y a plus ces idées-là qui sont présentes, il y a quand même quelque chose dont cette société a encore aujourd'hui. Alors moi je parle pour ici, bien entendu, mais ce n'est pas propre à ici, mais puisque Raina Chossois nous montre cette fracture, ces fractures dans le reste dans toutes les 3 sociétés du Pacifique, mais on voit quand même bien à quel point ça continue à habiter. On a du mal à se... Et j'imagine bien que demain, on continuera à parler de métissage malgré le livre de Raina. Ça va prendre du temps. Mais je pense que ces notions de métis et de métissage sont des notions qu'il va falloir à un moment donné abandonner. C'est-à-dire que voilà, on est tous en vérité issus de parents qui n'avaient pas les mêmes gènes. Voilà. Donc je ne crois pas que cette notion existe dans le Pacifique. Mais par contre, il n'y a pas les mots dans la langue, mais il y a des mots en français pour traduire le fait qu'il n'est pas complètement ce qu'il est en vérité par sa culture. Il y a une culture océanienne, mais il y a une forme de trahison, etc. Ah, Bernard, tu veux redire quelque chose? Viens parler avec moi. Voilà. Je vais compléter. Je pense, là, je vais parler plus côté Polynésie, mais en Polynésie, il y a le terme afa. Alors, on pourrait dire afa, ça désigne les demi. Sauf que afa, c'est la tahitianisation de l'anglais alf. Et donc, en tahitien non plus, il n'y a pas de terme tahitien originel pour désigner les métis. Mais pour une raison qui est fort simple, que je veux absolument rappeler, c'est que la question océanienne, ça a toujours été la question du lien. Quand il y a un étranger, la question c'est comment je vais faire lien
Alors que les problématiques coloniales, c'est mettre les individus dans des catégories. Donc, ce n'est pas étonnant que la question métisse ne se pose pas en contexte océanien, parce que tout simplement, l'idée, c'est ou bien je peux faire lien, et dans ce cas-là, la question ne se pose pas, puisqu'on a fait un lien, et ce qui prévaut, c'est le lien, ou bien on ne fait pas lien, on fait la guerre, etc. Mais c'est une autre problématique. Donc, vous chercherez en vain, à mon avis, dans les langues locales, l'équivalent d'un terme métis, parce qu'encore une fois, la notion de métissage, elle est strictement, c'est l'héritage colonial. Enfin, je rappelle pour finir aussi que si métis veut dire quelque chose, l'origine d'Homo sapiens, c'est une origine plurigénétique. Donc, ou alors nous sommes tous métis, auquel cas ça veut strictement rien dire, quoi. Donc le mot métis est un mot colonial. Donc il ne faut pas attendre des cultures d'avant la colonie qui est un concept colonial. Ça n'existe pas. Oui, bonsoir. Juste pour réconforter tous les métis, il reste encore beaucoup d'espoir, hein, puisque à La Réunion, le mot métis n'existe plus, parce qu'ils ne savent même plus de quelle origine ils sont. Ils ont créé une communauté réunionnaise, point barre. Donc, nous, ici en Calédonie, voilà ce qu'il nous reste à faire. Je ne suis pas sûr que ça soit forcément la solution ici. Je pense qu'il faut se débarrasser du métissage, non pas parce que tout le monde serait métis, puisque ça ne veut rien dire, mais parce qu'on serait capable de prendre la pluralité des choses. Ce n'est pas le mélange qui est important, c'est la reconnaissance mutuelle. Et je crois que c'est ça fondamentalement le problème de ce pays. Et puis je ne suis pas complètement sûr, pour suivre un peu ce qui se passe à La Réunion, que La Réunion soit débarrassée de problèmes racialistes ou racistes. En tout cas, ce que j'en connais montrerait plutôt le contraire. Et c'est encore vrai dans beaucoup d'endroits, malheureusement, de l'outre-mer dit français. Bonsoir. Moi, je voulais savoir si cette notion d'incomplétude ou d'inauthenticité des métis, on la retrouve systématiquement, autant dans les cultures dominées que dans les cultures dominantes, dans le cas des métissages. Et est-ce qu'on la retrouve de la même manière dans toutes les cultures dominées? Ou est-ce qu'il y a des différences entre les Kanaks, les Wallisiens et les Polynésiens? Alors, il y a à l'échelle de la planète aujourd'hui à peu près 7000 cultures différentes. Donc vous imaginez bien que je suis absolument incapable de répondre à votre question. Et il y a une très grande diversité de cultures dans le Pacifique. Ce qui me paraît évident, c'est si on suit un peu la compréhension, si on comprend le livre, et puis les analyses qui ont pu être faites par ailleurs, c'est que, bien entendu, c'est un héritage de la société coloniale, mais que la société coloniale vient du fait même des rapports de domination qu'il y a à l'intérieur de la société d'ensemble, vient réimplanter d'une certaine manière à l'intérieur de la société ou des sociétés dominées, bien entendu, des types de clivages qui n'étaient pas les siens. Et donc elle a du mal à utiliser, ou elle est obligée pour le faire d'utiliser des termes extérieurs. C'est-à-dire, comme on vous l'a dit, demi dans les langues polynésiennes, AFA, et puis des termes blancs ou autres chez les Ayangen, où on va vous dire, par exemple, lui, bien qu'il soit kanak, c'est un popoalé, c'est-à-dire c'est un blanc. Donc, je pense que, en tout cas, c'est une tendance forte. Je ne sais pas si je peux répondre à votre question complètement, mais c'est une tendance forte où, effectivement, à partir du moment où les sociétés ont une structure sociale antagoniste, ce qui est le propre de la société calédonienne, du fait que cette catégorie de la société, de la communauté dominante issue de la colonisation vient réimplanter cette chose-là à l'intérieur des communautés dominées, bien entendu. Oui, je pense que c'est assez souvent partagé. En tout cas, dans le Pacifique, si on prend les trois endroits, c'est-à-dire Wallis, Futuna, Tahiti et puis Nouvelle-Calédonie, on voit bien qu'on est dans des situations qui sont similaires. Et je pense qu'on retrouverait la même chose ailleurs, dans des endroits où on n'est pas forcément
dans le sillage de la colonisation française, ou ça peut être une autre colonisation anglophone, etc. Les Fidji, par exemple, dans le rapport entre les Indo-Fidjiens et les Fidjiens de souche, ou autres. On va retrouver des problématiques qui vont être du même ordre. Bonsoir, excusez-moi de prendre beaucoup la parole. Merci beaucoup de m'écouter aujourd'hui. Je trouve que c'est un bon moyen pour moi de m'exprimer en tant que métisse. J'aimerais juste dire quelque chose. Concernant le problème des métis, c'est vrai qu'on reproche beaucoup au métis, d'être beaucoup à côté d'un con plutôt que l'autre. Moi, j'ai envie de dire aux métis, c'est la question, c'est le problème même de savoir s'aimer soi-même, de s'affirmer, et surtout, c'est de la construction de soi. Je pense que c'est un parcours spirituel de tout homme. On apprend au cours de notre vie à s'aimer soi-même, à se construire, à s'affirmer. Et c'est ça la chose, je pense, qui manque au monde. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est j'ai envie aussi de rejoindre sur votre notion de métissage, de métis. Employer le mot métis, c'est c'est parler de colonialisme. On est d'accord qu'en Nouvelle-Calédonie, le colonialisme a eu beaucoup d'impact. Et pour tout vous dire, la politique, ici en Nouvelle-Calédonie, c'est divisé pour mieux régner. Je ne vais pas vous mentir que je ressens la politique comme le camp des Blancs et le camp des Kanaks. Moi, j'ai envie de vous dire à tous les métis, je ne sais plus, que soyez vous-même, affirmez-vous, et c'est l'importance en fait. Moi, je continuerai de parler de métissage, parce qu'aujourd'hui, les gens sont bloqués sur le colonialisme. Ici, en Nouvelle-Calédonie, on est bloqué sur le colonialisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de tristesse, de peine, etc. Donc moi, je continuerai toujours à dire métis. Parce que personne n'a ouvert les yeux. Parce que chaque homme n'a pas renoncé à sa fierté, à son égoïsme. Et là, j'ai envie de vous poser la question, mais quand on va arrêter de parler de colonialisme ? Quand on va arrêter d'employer le mot métissage ? On le voit actuellement en Russie. La Russie, j'ai envie de dire, elle colonialise l'Ukraine. J'ai une prof qui m'a dit non, pas du tout. La guerre en Ukraine-Russie, ça ne parle pas du tout du colonialisme. Mais si, la Russie colonialise l'Ukraine parce qu'elle va servir à ses ressources. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est du colonialisme moderne. Donc moi, je pense qu'on va arrêter de parler de métissage quand l'homme il va apprendre à renoncer à sa fierté et à son égoïsme. Voilà. Alors, je vais vous répondre. Moi, je pense qu'il ne faut plus utiliser ce terme de métissage, puisque vous voulez l'utiliser pour combattre le colonialisme avec les outils qui sont ceux que le colonialisme vous a donnés. Donc je pense que vous faites une erreur épistémologique assez grave. Mais vous êtes libre de le faire. Maintenant, comment on peut mettre fin à cette opposition coloniale ? C'est extrêmement simple. Il faut régler le contentieux colonial. Tant qu'on pensera que dans ce pays, on peut régler le contentieux colonial en faisant comme s'il n'existait pas, eh bien on ne le réglera pas et il sera toujours là en train de nous empêcher. Et ce n'est pas la victoire d'un camp sur un autre qui réglera le problème colonial. C'est mettre fin au rapport colonial. Et tant que ce rapport colonial n'aura pas été éradiqué, on aura toujours des blocages dans cette société. Alors, on a le droit d'avoir ses opinions sur ce qu'il faut, est-ce qu'on est pour ou contre le maintien dans la France qui est là. Je vous rappelle qu'en 1984, le problème émerge parce qu'il y a, au niveau électoral, un jeu de rapport de force qui fait que la revendication indépendantiste est rendue systématiquement minoritaire. Et on pense aujourd'hui que la solution, c'était le problème d'hier. On marche sur la tête. Je pense que tant qu'on n'aura pas voulu s'affronter à se mettre autour d'une table pour régler ce qui est justement cet héritage colonial,
que personne, je ne dis pas que les gens ici, qui que ce soit en Nouvelle-Calédonie, sont des colonialistes forcenés. C'est une façon caricaturale de présenter les choses. Mais on est tous en train de porter toujours ce poids-là. On est bien d'accord. Mais il ne suffit pas de dire on va se métisser ou on ne va plus en parler ou il faut de l'amour. Il faut régler le problème. Et régler le problème, c'est de mettre autour d'une table pour le régler définitivement. Pas en disant qu'un camp a gagné sur l'autre. Sinon, ça veut dire qu'on continue à penser en termes coloniaux. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette intervention. Elle a le mérite d'être très claire pour ceux qui veulent l'entendre. Et je vais faire la transition justement avec le métissage. C'est un mot que j'employais avant, après de moins en moins. Parce que quand vous parlez de cette situation que vous venez d'évoquer juste avant, on la ressent encore. Moi, je vis en tribu et mon papa est d'origine antillaise, que je connais très bien, qui s'est occupé de moi. Mais je n'y suis jamais allée. J'ai vécu toute ma vie ici en Calédonie, en milieu tribal. Et c'est vrai que votre intervention, elle reflète exactement ça. Parce qu'à partir du moment où les choses ne sont pas dites, ne sont pas acceptées et ne sont pas pardonnées, les gens se réfugient derrière ça pour exprimer leurs différences. Et nous, on le ressent en tant que, je dirais bien maintenant ce soir, métis dans nos tribus. Parce qu'on a envie de démontrer qu'on appartient à cette communauté, mais il y a cet autre côté de nous qui apporte cette richesse et qui fait qu'on évolue dans un autre sens et il y a un clivage. On essaie de trouver l'équilibre et c'est jamais facile. Parce qu'il faut faire le jeu d'équilibre à la tribu pour se sentir à travers notre communauté. Et dès qu'on est à l'extérieur, la couleur de notre peau nous démontre qu'on appartient à l'autre camp. Alors que dans notre tête, non. On a deux cultures, on a deux richesses qui nous aident justement à construire ce pays. C'est-à-dire être à la tribu, c'est accompagner nos gens à avancer dans le processus de cette décolonisation qui n'est pas facile. Et être à l'extérieur, c'est de démontrer qu'à l'intérieur de chez nous, tant que ce processus-là n'est pas fait, c'est aussi difficile. Donc les gens comme nous, enfin comme moi, et d'autres que je connais, on a cette difficulté-là. Elle est personnelle, mais elle est aussi communautaire, elle est collective aussi avec le reste de la population, puisqu'on appartient à ces deux milieux-là. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est très difficile. Et je vous remercie beaucoup pour cette soirée, pour cette personne aussi qui a fait ce travail. J'étais en train de lire quelques passages de son livre, notamment sur un jeune qui était à Tahiti, et je m'y suis retrouvée un peu dans certaines choses. Et j'encourage les personnes comme vous, comme d'autres, à continuer à apporter ces espaces, parce que c'est ce qui manque beaucoup, des espaces de réflexion, d'échange, peut-être pour accompagner ce travail et permettre d'apporter un peu de changement. Et face à ce qui se passe dans le monde entier en termes de changement climatique, je pense qu'il est important maintenant aussi qu'on se recentre sur des choses essentielles pour faire en sorte qu'on laisse un avenir à nos enfants. Et encore une fois, merci beaucoup. C'était important de faire ce travail. Et merci à cette personne qui est partie d'avoir laissé une trace pour nous permettre de continuer à réfléchir sur ce sujet-là. Voilà, merci. Prenez le livre de Raina et continuez à réfléchir en vous aidant, comme le disait le professeur Derry Watts, de ce livre-là. Moi, personnellement, ce n'est pas le sujet sur lequel je travaille. Je suis venu juste en faisant un petit pas de côté pour témoigner justement de la qualité de ce livre qui, je l'espère, vous séduira parce qu'il y a tellement d'humanité dans ce livre au-delà de l'aspect, je dirais, psychologique, que je crois que c'est un livre qui ne vous laissera pas indemne. Bonsoir, Monsieur Gaudin. Ma question est la suivante. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le terme métissage, la notion de métissage, n'est-il pas instrumentalisé à des fins politiques? Merci. Elle ne fait que ça. Le métissage ne sert qu'à ça.
Alors, elle peut servir, comme je l'ai dit, à un moment donné à exclure, à stratifier la société. Elle peut servir aussi alors qu'à un moment donné, elle va servir à accroître les différences, elle va servir à l'inverse aussi à ne pas vouloir les voir et pas vouloir les prendre en compte. C'est-à-dire qu'au nom du métissage, on fait comme si les différences sociales et culturelles n'existaient pas. Or, les différences sociales et culturelles existent. Et il faut aussi prendre en compte la pluralité des cultures, la pluralité des appartenances historiques qui sont là. Et c'est seulement en apprenant à reconnaître dans l'autre qui est différent que notre commune humanité, et que nous sommes comme une humanité, parce que tout en étant différents, on est capable d'avoir des branchements entre nous. C'est ça l'humanité, depuis le début. Ça n'est que ça, ce que vous disait Bernard Rigaud tout à l'heure. Donc oui, je pense qu'il y a aujourd'hui une instrumentalisation politique du métissage, et qui montre bien à quel point, justement, ce concept-là, de toute façon, on l'utilise jamais pour dire l'essentiel. C'est-à-dire soit pour retrancher, soit pour aller au-delà des choses. Il ne sert jamais à décrire la réalité. Il sert seulement à prendre parti sur la réalité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Une dernière question ? Une dernière ou une avant-dernière ? Oui, une dernière, parce que je suis fatigué. Oui, une dernière, toute petite. Non, tu n'aimes pas le mot métis, le mot de métis ou de métissage, je comprends, je ne vais pas revenir là-dessus, mais est-ce qu'il ne faudrait pas nous trouver un joli mot qui ne tombe pas dans ce piège du conflit et de... Humain. Oui, mais humain, c'est un mot valise qui veut dire beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut... Voilà, je te suggère de trouver un... Ça veut dire l'essentiel. Ouais. Est-ce que nous sommes tous profondément, si vous me permettez ça, impurs, inauthentiques et incomplets? Ouais, mais ça mériterait peut-être un mot plus précis et joli. Alors, nous sommes tous des tissés. Nous sommes tous des êtres tissés. Bon, on va remercier Patrice. Avant qu'on se quitte, je voudrais rappeler que donc Bernard Rigaud sera à Calais de Livres samedi matin. Et on va pouvoir vous vendre le livre. En fait, on avait invité le distributeur à venir ce soir et ça n'a pas été possible. Donc le livre sera en vente à partir de samedi à Calais de Livres. Et donc il y aura une causerie avec Bernard Rigaud. Et je vous invite aussi à venir passer un moment à Calais de Livres par rapport à ça. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup à Patrice.